Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 du podcast Ma semaine Star Wars. Aujourd'hui, on va voir les deux premiers tomes du livre La tribu perdue des Sith. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de ma semaine qui vient tout juste de passer. J'ai poursuivi mon écoute de la saison 3 de The Mandalorian. J'ai été rendu à l'épisode 4. Évidemment, encore une fois, je vous fais aucun spoiler, je vais juste simplement vous dire mon appréciation. J'ai vraiment aimé cet épisode-là, puis ça me donne vraiment le goût de continuer encore, puis j'ai hâte à la semaine prochaine pour voir le prochain épisode. Sinon, j'ai fait une écoute de quelque chose que j'avais entendu parler, que j'avais jamais vu dans le passé. Ça s'appelle Galactic Timeline Record. C'est en lien avec le jeu massivement multijoueur The Old Republic. C'est en fait un 12 enregistrements vidéo qu'un certain maître Jedi, Gnos Dural, c'est une espèce de Jedi, je ne sais pas s'il est historien, mais enfin, ce qu'il fait, c'est qu'il crée ces enregistrements-là aux archives de l'Ordre Jedi, puis il compte un peu toute l'histoire qui se passe de la République galactique et de l'Ordre Jedi. Ce qui est un peu étrange, c'est que c'est raconté à l'envers. Il part des événements qui commencent au niveau du traité de Coruscant. Ça, c'est en 3653 ans avant la bataille de Yavin. Puis, ça remonte en arrière jusqu'à la vieille guerre des Sith qu'on a vue récemment dans Tales of the Jedi. C'est-à-dire, c'est en 5000 ans avant la bataille de Yavin. Je sais que normalement, dans cette série-là d'enregistrements, il était prévu d'avoir une suite à ça, puis qu'il y avait l'intention même de retourner en arrière aussi loin que la création de la Force sur la planète Tython, la fameuse planète qu'on avait entendu parler dans l'Aube des Jedi. Puis, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais ils ont décidé d'arrêter à l'enregistrement numéro 12. Puis de pas aller plus loin. Fait que c'est sûr que c'est un peu dommage. J'aurais aimé ça en voir plus, surtout que ces vidéos-là sont très courtes. Mais le narrateur, qui est le fameux Jedi Gnos Dural, il est intéressant quand il parle. Là, sa voix, il est assez... tu vois que c'est mystérieux, puis là, il raconte les événements. C'est accompagné d'images. C'est pas des vidéos, là, c'est plus des images comme si c'était des peintures ou... quelque chose comme ça d'un livre, mais c'est vraiment bien. Je vous conseille ça. Moi, je l'ai vu sur YouTube. Je vous répète comment ça s'appelle. C'est Galactic Timeline Record. Puis il y a 12 épisodes en lien avec The Old Republic. Vous devriez trouver ça sans problème sur YouTube. Moi, je l'écoute en anglais. Je ne sais pas si c'est disponible en français, mais c'est possible. Parce que toi, tout ce qui touche... le jeu vidéo The Old Republic, normalement, il y a les traductions aussi qui sont faites. Fait que sûrement que ça serait possible, si vous cherchez un petit peu, de retrouver ça en français sur YouTube. Sinon, aujourd'hui, avant de commencer notre lecture des deux premiers tomes des histoires de la tribu perdue des Sith, je vais vous revenir un peu à notre dernière lecture de l'autre épisode juste avant. Tales of the Jedi, The Fall of the Sith Empire. On va faire le résumé aujourd'hui complet de cette histoire-là pour justement revenir un peu sur les événements qui s'est passés dans le livre, surtout que c'est important pour la suite éventuellement de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Je vous avais expliqué, je crois, avant, à l'autre épisode, comme quoi que j'avais l'intention de tout de suite passer à la tribu perdue des Sith, puis que je m'étais rendu compte finalement que les histoires se situant dans la tribu perdue des Sith chevauchaient un peu les comics Tales of the Jedi, The Fall of the Sith Empire, puis c'est pour ça que j'avais inversé les épisodes. Vous allez comprendre avec le résumé complet pourquoi j'ai fait ça.
Donc, si on revient à cette histoire-là de Fall of the Sith Empire, on se rappelle que Jory avait été arrêtée sur Sinagar lorsqu'elle était revenue dans la République. Elle avait réussi à s'évader, à se sauver, si on veut, de l'espace Sith. Donc là, l'histoire commence. Jory pas commence, mais où est-ce qu'on avait arrêté? Jory est devant le juge. Puis là, rapidement, sans même faire un vrai procès, le juge la condamne, puis l'envoie sur une espèce de planète Konica. C'est une genre de planète ou un monde qui semble vraiment pas hospitalier. Puis à cet endroit-là, il y a plein de prisonniers qui font des travaux forcés. Donc elle a été envoyée à cette planète-là. Entre-temps, on voit notre fameux site Naga Sadar qui est en train de regrouper une énorme armée de vaisseaux et de bêtes mystiques. Et puis il se prépare justement à son départ vers la République. Si on revient sur Konica, où ce que Jory est emprisonné, on voit qu'il a réussi à voler un vaisseau, puis elle quitte la planète pour retourner sur Sinagar. Rendu sur Sinagar, son vaisseau est attaqué et détruit par la sécurité de Sinagar. Mais heureusement, à l'aide d'une espèce de toile de secours, elle évacue le vaisseau qui est en flammes, puis réussit à se rendre à la résidence de l'impératrice Theta. Elle a réussi à rentrer à l'intérieur de cette résidence-là, elle a réussi à trouver Theta et les Jedi. Puis enfin, elle peut aviser Theta comme quoi que elle sait, avec ce qu'elle a vu dans l'Empire Sith, comme quoi que les Sith se préparent à venir envahir la République. Si on vient à Naga Sadar, on voit que avec Gav, le frère de Jory, il décide de nommer Gav commandant de son armée. Puis à ce moment-là, l'armée, Gav et Naga Sadar quittent pour la République. Si on revient après ça dans la République, on voit que le seigneur des marchands SSK Kahar, celui qui avait perquisitionné le vaisseau de Jory, le Starbreaker 12, est présentement en train de faire un genre de vol de plaisance juste pour profiter de sa nouvelle acquisition de ce vaisseau-là. Puis soudainement, on voit apparaître, sortir de l'hyperespace, les vaisseaux de la flotte de Naga Sadar. Puis évidemment, Naga Sadar, sans hésiter, il aperçoit le Starbreaker 12 puis il décide de le détruire. On voit par la suite Mimit Nadil, Jedi et conseiller de l'impératrice Theta, qui arrive sur Coruscant pour justement aller aviser Coruscant comme quoi que l'attaque des Sith est imminente. Mais malheureusement, il arrive trop tard, puis il constate que les Sith sont déjà arrivés puis que l'attaque est commencée sur Coruscant. De retour, si on revient à Sinagar avec l'impératrice Theta, on voit qu'elle est en discussion avec les fameux prisonniers de la guerre d'unification des Sept Mondes qu'elle avait fait dans le passé. Il y avait certains, justement, prisonniers qui étaient un peu, qui étaient les résistants de cette unification-là. Ils décident en discutant avec l'impératrice Theta comme quoi qu'ils étaient prêts à, si on veut, revenir avec eux de leur côté pour les aider à vaincre les Sith. Donc, l'impératrice Theta ainsi que ces prisonniers-là, ensemble, commencent à défendre leur monde Sinagar. En même temps, on voit que le Jedi Odan Ur, qui est avec aux côtés de Jory, décide de lui donner un sabre laser pour qu'elle puisse les aider pour se défendre contre les Sith. Entre-temps, sur le vaisseau des Sith, Gav décide lui-même de descendre sur la planète Sinagar parce que secrètement, ce qu'il désire, c'est essayer de retrouver sa sœur qui est sur la planète Sinagar, du moins qui croit qu'elle est sur Sinagar. Gav, connaissant bien cette planète-là, vu que c'était l'endroit où qui était avec sa sœur dans le passé, se dépêche à aller voir chez Arba le Hutt pour voir si sa sœur se trouve à cet endroit-là. Aussitôt que qui arrivent à cet endroit-là, le Hutt apparaît, commence à
à parler avec Arba, pas avec Arba, mais avec Gav. Par contre, Gav était accompagné des fameux Massissi, l'espèce site de l'armée qui l'accompagne. Puis aussitôt, les Massissi sautent sur le hut, l'attaquent et le tuent. Jory, plus loin, voit cette attaque-là, puis elle est convaincue que c'est Gav qui a donné l'ordre aux Massissi de tuer le hut. Donc, elle, en furie, décide d'attaquer à son tour son frère avec le sabre laser. C'est à ce moment-là qu'on voit que la bataille de Kirek commence, qui est la fameuse grosse bataille de cette époque-là. Je vais faire une petite pause ici dans mon résumé, parce que lorsque je vous parlais dans le dernier épisode que la tribu perdue des Sith commençait d'une façon un peu étrange, puis que si on sautait directement dans le premier tome de ce récit-là, il y avait des chances de peut-être être mélangés, ben c'est tout simplement parce que les événements qui se produisent dans le premier tome, Précipice, c'est exactement pendant la bataille de Kirek. Donc, normalement, à cet endroit-là, quand la bataille de Kirek commence, c'était la fin du numéro 3 de la série de comics de Fall of the Sith Empire, puis c'est là qu'on pourrait, si ça vous tente, prendre une pause puis aller lire Précipice. Moi, je pense pas que ça vaut la peine. Je continuerais à lire plutôt Fall of the Sith Empire, puis par la suite, moi, je vous suggérerais plutôt d'aller lire par après les 2 premiers tomes du livre La tribu perdue des Sith. Donc, on va continuer le résumé de Fall of the Sith Empire. Gav se sauve dans une navette parce que justement, le Jory est en train de l'attaquer avec le sabre laser. Donc, lui, il se sauve dans une navette, puis il quitte la planète Synagore. Jory le poursuit, évidemment. Gav rejoint Naga Sadar à l'endroit où Naga Sadar, il y a comme une espèce de sphère de méditation. Lui est à l'écart de la bataille, proche d'une étoile. Puis à cette distance-là, avec sa concentration puis avec la fameuse méditation, il crée des espèces d'illusions qui fait croire aux Jedi puis aux combattants comme quoi qu'il y aurait beaucoup plus de massissi et de bêtes géantes et de vaisseaux, quand que réellement, ben c'est pas le cas. Là. Il y en a un peu moins. C'est juste pour créer une illusion pour les effrayer, si on veut. Mais c'est à ce moment-là que Gav, il comprend que Naga Sadar, finalement, le manipule depuis le début. Puis il décide de mettre fin à ça. Donc, avec le vaisseau avec lequel il s'en venait, qui se rapprochait de Naga Sadar, il décide d'attaquer la sphère de méditation de Naga Sadar. Au même moment, sur Coruscant, les illusions que Naga Sadar faisait commencent tranquillement à disparaître. Fait que là, les combattants comprennent que finalement, les Sith sont beaucoup moins forts qu'ils croyaient. Puis ils décident à ce moment-là de contrer l'attaque. Plutôt qu'être en mode défense, de vraiment lancer plus en direction des Sith puis de les faire battre en retraite. Ensuite, Gav, après avoir attaqué le vaisseau de Naga Sadar, décide d'aller le rejoindre sur la sphère de méditation pour le confronter. Mais à son arrivée, Naga Sadar est plus dans la sphère. Puis, en plus, Gav se rend compte que la sphère est bloquée, donc il est piégé à l'intérieur de cette sphère-là, sans même avoir pu voir Naga Sadar. Sur la planète Kirek, le Jedi Odan-Ur, on voit qu'il est vraiment en difficulté. Il n'arrive pas à vaincre les ennemis, ils sont beaucoup trop nombreux. Il est en train de combattre aux côtés de son ancien maître, Oro, qui était venu rencontrer l'impératrice Tetra. On l'avait vu dans l'épisode précédent. Donc, à ce moment-là, le maître Oro décide, comme dernier geste, de se sacrifier pour essayer de tuer le plus d'ennemis possible. Là, je vais vous décrire un peu à quoi il ressemble Maître Oro, parce que c'est important pour ce bout-là de l'histoire. Maître Oro, c'est comme une espèce d'entité ou on dirait un gros cerveau à l'intérieur d'un cristal, puis tu sais, en lévitation. Puis c'est vrai, c'est ça le personnage. C'est Maître Oro, c'est ce genre d'espèce de boule-là, entouré d'un gros cristaux dedans un certain gaz étrange. Ce qu'on sait de ce gaz-là, l'air à l'intérieur du cristal, c'est que c'est un gaz qui est très toxique pour les autres. C'est ce qui permet à Oro de vivre, mais pour toutes nous autres,
nous autres, toutes les autres à l'extérieur du cristal, c'est très nocif puis c'est mortel. Puis à l'inverse, l'air extérieur du cristal est nocif et mortel pour Oro. Donc, il utilise, si on veut, son cristal pour tuer le plus de sites possible en, évidemment, fracassant son cristal. Donc, en ce moment-là, tout l'air toxique à l'intérieur sort puis tue les sites alentours de lui. Puis lui, en même temps, il est en agonie puis proche de mourir. Puis en même temps, au dernier moment de cette attaque-là, on voit que finalement, les renforts de Konica arrivent. Je pense que c'était justement les prisonniers qui avaient décidé d'aider l'impératrice Etta. Tout ce monde-là arrive pour justement venir prêter main forte. C'est à ce moment-là que Gav, coincé dans la sphère de méditation, contacte l'armée de Theta pour leur dire d'aller attaquer l'Empire Sith, parce que présentement, il sait, lui, très bien que l'Empire Sith est laissé à elle-même, qu'il n'y a pas de défense, puis que ça serait le moment idéal pour que la République attaque puis vainc l'Empire Sith. Naga Sador, au même moment, décide d'utiliser son vaisseau pour détruire l'étoile dont si on veut, la sphère de méditation gravite autour. Lui, il réussit à l'aide de son vaisseau à détruire cette étoile-là qui crée une réaction en chaîne qui va malheureusement tuer Gav dans la sphère de méditation. Puis au même moment, Naga Sador réussit à se sauver puis à retourner dans l'Empire Sith avec une partie du restant de son armée. Theta, qui était en direction si on veut, de l'Empire Sith, décide de justement utiliser les coordonnées que Gav lui avait transmises pour rapidement se diriger vers l'Empire Sith pour aller les attaquer et les détruire. Lorsque Naga Sador arrive dans l'Empire Sith, évidemment, il trouve le fameux Sith, Seigneur Sith, si on veut, Ludo Kresh, que finalement est encore vivant, il n'était pas mort. Puis maintenant, il s'était lui-même proclamé Seigneur Noir de l'Empire Sith. Sans hésiter, Naga Sador prend son vaisseau, un de ses vaisseaux, puis l'envoie percuter le vaisseau de Ludo Kresh. Puis évidemment, celui-ci explose, puis là, réellement, Ludo Kresh meurt. Si on revient sur Kirek, on voit que les Sith commencent à subir vraiment la défaite, puis ils décident de retourner dans leur vaisseau. Ça, c'était les Sith qui étaient restés en arrière dans l'espace républicaine. L'impératrice Theta et Jory arrivent finalement dans l'espace Sith, puis commencent à attaquer l'armée de Naga Sador. Ils sont convaincus que finalement, ils ont réussi à tuer Naga Sador, puis ils décident de quitter et de retourner dans la République. Là, on voit comme quoi que sur Coruscant, tout le monde fête la victoire de cette grande guerre-là. Puis même si on avance un petit peu plus loin, Odan Ur, le Jedi, décide d'aller explorer un vaisseau Sith qui a été abandonné en orbite, puis il découvre à l'intérieur un holocron Sith mystérieux. Puis là, on voit que suite à ces événements-là, Odan Ur décide d'aller sur le Ossus, qui est, j'imagine, une planète. Puis il décide d'aller construire une grande bibliothèque pour commencer à ramasser le plus d'informations sur les Jedi, sur les Sith, puis de tout aller stocker ça à cet endroit-là. Mais évidemment, comme dans toutes les bonnes histoires Star Wars, Naga Sador, on le voit par la suite que finalement il avait réussi à fuir, puis qu'il est allé se cacher sur Yavin. Puis à cet endroit-là, il décide de construire une nouvelle base secrète. Si on revient dans la République, évidemment, on voit que pour remercier Jory, l'impératrice décide de lui offrir l'atelier de réparation de Arba le Hutt. Donc, c'est cute, ça finit bien. Elle retourne en paix dans la République à s'occuper de cet atelier-là. J'avais peut-être une petite chose que je voulais mentionner dans le résumé. On avait déjà discuté de ça dans d'autres épisodes quand on avait parlé des Jedi du passé, comment ils étaient au niveau de leur armement. Puis, à un certain moment, dans les comics de Fall of the Sith Empire, on voit très bien les sabres laser connectés avec une espèce de câble à leur ceinture, où il y a le fameux Power Pack pour charger garder l'énergie des sabres laser. Fait que c'est pas grand-chose, mais je trouvais ça quand même bien de le voir en image. J'avais pas remarqué la première fois que j'avais lu ces comics-là.
Donc, on voit ça. Fait que ça, c'est le gros résumé de cette mini-série-là. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment. Avant de commencer à vous parler des 2 premiers tomes de La Tribu perdue des Sith, je voulais rapidement juste ajouter deux petits mini-textes que j'ai pris du guide Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force, le guide qui avait été écrit par Ryder Wenham le 27 novembre 2007. Le premier texte se nomme The Great Hyperspace War. Autrement, c'est comme un texte qui est supposément écrit par le maître Jedi Odan-Ur 5000 ans avant la bataille de Yavin. Puis, rapidement, là, tout ce que ça raconte, c'est justement les faits qu'on vient tout juste de voir dans les comics Tale of the Jedi, The Fall of the Sith Empire. Il y a quelques petites informations supplémentaires qui sont ajoutées par un autre auteur, Tioni Solusar, je sais pas trop c'est qui. Mais bref, c'est très court, puis ça amène pas vraiment d'informations supplémentaires, là. Si vous avez le guide Jedi versus Sith, lisez-le parce que c'est pas long, puis tant qu'à l'avoir, ça vaut la peine d'être lu. Mais sinon, je considère vraiment pas que ça vaut la peine de se procurer le guide juste pour cette histoire-là. Là. Surtout si on a lu les comics, ça revient pas mal à ce qu'on avait déjà lu. Sinon, un autre petit texte, encore dans le même guide, qui se nomme Sith Alchimie. Ça, d'après moi, c'est le fameux holocron qui aurait été récupéré sur le vaisseau en orbite. Là, on voit que ce qu'on entend finalement, c'est un enregistrement de l'holocron fait par Nagas Adar qui parle de l'alchimie Sith. Il donne comme un exemple de recette Sith qui s'appelle le triangle de sang. Fait qu'on voit vraiment c'est à quoi sert cette recette-là, puis comment il crée la recette. Honnêtement, OK, c'est correct, là. Si vous l'avez encore une fois, lisez-le, mais sinon, ça amène pas grand-chose, mais c'était intéressant de voir un peu à quoi ressemblait l'enregistrement laissé par Nagas Adar. Fait que c'était ça. C'est des petits textes vite, là, c'est pour ça que je ne vais pas élaborer plus sur ça, là, mais je voulais vous les mentionner quand même. Sinon, on va passer à notre lecture principale pour aujourd'hui. C'est quand même bon, hein, après 20 minutes de blabla, on arrive enfin dans le sujet principal, mais c'est correct parce que je considère que faire les résumés, finalement, ça peut être intéressant, là. Faire le résumé à l'épisode suivant, au moins comme ça vous laisse le temps d'aller les lire si ça vous tente avant qu'on en parle plus en détail. Fait que je pense que je vais garder un peu ce principe-là pour les prochains épisodes. Donc, pour La Tribu perdue des Sith, le premier tome, nommé Précipice. Comme je vous disais tantôt, La Tribu perdue des Sith, c'est une série en 8 e-books, écrit par John Jackson Miller, un autre grand auteur Star Wars. Là, on va le revoir dans plusieurs autres récits dans le futur, mais c'est un nom très connu de Star Wars. La Tribu perdue des Sith, c'est toute l'histoire, si on veut, va se passer sur une longue période de temps. Ça commence à 5000 ans avant la bataille de Yavin, en même temps que Tales of the Jedi. Puis ça va aller aussi loin que 2975 ans avant la bataille de Yavin. Fait que on a vraiment comme un 2000 ans environ d'histoire qui va toucher dans ces 8 livres-là. Je sais qu'il existe un 9e aussi, une 9e histoire qui avait sorti, on va en parler aussi plus tard éventuellement. Ce qui est intéressant de savoir à propos de La Tribu perdue des Sith, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Quelqu'un qui avait lu les livres Star Wars selon l'ordre de publication, cette tribu-là n'est pas apparue à ce moment-là pour la première fois dans les 8 e-books. On va en entendre parler beaucoup plus loin dans la ligne de temps. Dans notre cas, si on se rend jusque-là, puis j'ai l'intention de le faire, on parle dans plusieurs années, on va être rendu à lire ça, parce que ça se passe, je crois, comme 40 ans après la bataille de Yavin, puis il y en a du stock dans ces années-là. Le nom de la série que je parle, c'est Le Destin des Jedi. C'est une série de plusieurs romans qui est en lien avec La Tribu perdue des Sith. Sinon, si on revient à notre premier tome,
Précipice. Ce tome-là est paru le 28 mai 2009 sur Internet parce que c'était des e-books. Donc, petit résumé. Lors de la fameuse bataille de Kirek qu'on parlait tantôt, dans Tales of the Jedi, The Fall of the Sith Empire, Naga Sadar décide d'envoyer 2 de ses vaisseaux, le Omen et le Harbinger, à la recherche de cristaux qui devraient les aider à vaincre et combattre la République et les Jedi. Malheureusement, l'Omen et le Harbinger, pendant cette recherche de cristaux-là, sont attaqués par un chasseur stellaire Jedi. Évidemment, ils sont pas de taille à combattre avec ce fameux chasseur stellaire-là, donc ils décident de sauter en hyperespace pour se sauver. Mais au même moment, le Harbinger percute le Omen. Là, évidemment, le Omen dévie de sa trajectoire, puis il est pris dans un puits de gravité qui le fait sortir de l'hyperespace, donc il retourne en espace réel. Puis il se rend compte à ce moment-là qu'il est en chute libre vers une planète inconnue. En pleine chute, le commandant de ce vaisseau-là, du vaisseau Sith, nommé Yaru Korsin, rapidement, là, il voit par si on veut, le gros hublot. Il perçoit comme un ombre, une espèce de créature ailée passer vite. On ne sait pas trop c'est quoi. L'Omen, qui est le vaisseau, s'écrase au sommet d'une montagne inhospitalière de ce monde inconnu-là. Ils réussissent rapidement à évacuer les personnes du vaisseau, tous les sites, les massissis, puis tout ça. Il y a énormément de blessés. Par la suite, ils se regroupent tous dans un genre de camp de fortune qui se sont organisés là, je sais pas si c'est au pied de la montagne, mais éloigné du vaisseau. Il y a quelque chose d'étrange, par contre, qui se passe. Les massissis semblent tous mal allés. Ils ont l'air d'être très malades, tandis que les autres, plutôt humains, semblent quand même être corrects. Là. Donc, ils passent la nuit dans ce petit camp de fortune-là. Puis, le lendemain, au réveil, on se rend compte que tous les massissis sont morts, ainsi qu'une grande partie des blessés du vaisseau. Je vais m'arrêter là pour le résumé. C'est une petite histoire en quelques pages. C'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin puis vous laisser découvrir la suite. Mais je pourrais vous dire rapidement que pour Précipice, j'ai trouvé ça correct. C'est pas du tout un succès pour moi. Là. J'ai comme la difficulté un peu à embarquer dans ces histoires-là. Juste pour être capable de vous en faire un petit résumé, j'ai dû relire à plusieurs reprises je l'ai lu, je pense, pour de vrai 2 fois les quelques pages, juste pour être capable de bien me situer parce que j'avais un peu de difficulté à embarquer dans l'histoire. Ce qui est bien aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de 2 histoires de la tribu des Sith, le tome 1 et le tome 2. Parce que le tome 2, nommé Divin, ça se passe un peu en parallèle, en même temps que le tome 1. Donc, je peux me permettre de vous en parler aujourd'hui, de faire le résumé, puis au prochain épisode, on pourra revenir sur les deux tomes. Donc, 2e tome, Divin. Divin est paru le 21 juillet 2009, encore une fois sur un site Internet, vu que c'était un e-book. Petit résumé. Personnage principal, si on veut, de cette histoire-là, se nomme Adari Val. Adari Val, c'est une géologue, récemment en plus veuve d'un monteur d'UVAC. UVAC, c'est des fameuses espèces, genre d'espèces animales avec des ailes volantes. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose avec le tome 1 Précipice. Fait qu'on peut déjà faire un petit lien là. On voit que Adari, comme je disais, qui était géologue, est présentement en train d'essayer d'expliquer sa théorie au chef des Neshtovar, Izridaz. Et là, pendant une audience qu'elle a avec ce personnage-là, pour essayer de lui... ce qu'elle veut, c'est finalement les convaincre de sa théorie comme quoi que les continents, ou plutôt le continent sur lequel ils vivent, auraient été créés par les montagnes qui auraient été autrefois des volcans. T'sais, on voit ici que les Neshtovar puis le monde sur cette planète-là, sont pas autant avancés là, que
que les autres civilisations qu'on connaît là, dans Star Wars ont eu. Fait que, tu sais, eux, le mystique semble très important pour eux dans leur monde. Izri Daz ne veut pas du tout la croire, même qu'il la traite d'hérétique. Puis que, selon lui, Kesh, la planète en question, aurait plutôt été créée par des êtres célestes. Donc, tu sais, quand on a quelqu'un qui est convaincu que la vie a été créée par des dieux, tout ça, ben de croire une petite géologue qui amène des preuves mathématiques pour prouver quelque chose, il croit pas à ça du tout. Donc, c'est pour ça qu'il est pas du tout d'accord avec ce qu'elle raconte. Pendant cette audience-là, à un certain moment, il y a une grosse explosion qui survient. Puis là, il voit qu'au sommet des pics montagneux, au loin, ben là, il y a quelque chose qui est en flammes, d'énorme. Bref, ça reste comme ça. Là, tout le monde est surpris. Fait que ça met fin à l'audience assez vite. Fait que tout le monde retourne chez eux. On voit que le lendemain, Izri Daz se présente à la porte de la demeure de Adari. Puis, il est pas là pour une bonne raison. Lui, il s'en vient pour la bannir, ou on le sait pas, là, ou même peut-être il veut peut-être la tuer, parce qu'il considère que c'est justement une hérésie, tout ce qu'elle raconte. Fait Adari, qui est consciente du danger dans lequel elle se trouve, elle décide de se sauver de sa résidence. Puis ce qui est bien, c'est que suite au décès de son défunt mari, le fameux monteur d'Uvak, les espèces avec les ailes, là, ben, elle a encore son Uvak chez elle. L'Uvak se nomme Nink. Puis elle décide de monter sur son dos puis de se sauver pour justement fuir puis pas être arrêtée par Izri Daz. Elle décide de se diriger vers les fameux pics montagneux parce qu'elle sait très bien que là-bas, elle risque de pas être suivie vu que c'est une zone que personne ne va normalement. Elle s'en va voir qu'est-ce qui a causé cette explosion-là la veille. Puis c'est là qu'elle découvre une énorme carcasse brillante au sommet de la montagne. Puis au même moment, elle voit un homme sortir de la carcasse avec à la main une espèce de lame rouge brillante. Donc, évidemment, elle est tombée sur le site. Puis ensuite, elle explore un peu les environs, puis elle découvre le fameux campement des réfugiés. Encore une fois, ici, je vais m'arrêter ici pour le résumé. Je vais vous laisser découvrir la suite, puis sinon, ben, on va revenir la semaine prochaine pour le résumé complet de ces deux histoires-là. Je pourrais dire que mon appréciation pour Divin, le tome 2, c'est un peu comme le premier. Là. J'ai trouvé ça bien, là, c'était correct. Encore une fois, j'ai eu un peu de difficulté à embarquer. Je me suis relu à quelques reprises. J'ai trouvé que même si c'est des petites histoires, de mon côté, j'ai ressenti un peu des longueurs. Là, puis quand je me remémore la première fois que je l'avais lu il y a quelques années, je pense que j'avais un peu le même feeling. Mais en plus, vu que j'avais lu avant de lire Fall of the Sith Empire, j'étais encore plus mélangé que présentement. Là. Fait que c'était moyen, là, mais c'est pas grave. Pour de vrai, je vous le conseille quand même. Allez les lire. Puis on va voir avec la suite, ça va quand même être bien. Là, ça va quand même être intéressant. Donc, on va continuer à lire cette série-là sans problème. Au prochain épisode, on va continuer la tribu perdue des Sith. Puis cette fois-ci, on va aller lire le tome 3 qui se nomme Parangon. Au début, je pensais faire tout le temps à coup de 2 tomes, mais je me suis rendu compte qu'en lisant que Paragon, puis qui est le tome 3 et le tome 4, Sauveur, si je vais lire tout de suite Sauveur, ben je vais vous spoiler. J'aurais pas le choix de spoiler du contenu. Fait que je pense que je vais les séparer en 2 épisodes. Comme ça, au moins, on va faire le même principe. Je vous résumerai le tome 1 et 2 au prochain épisode, puis je vais vous faire le résumé de Paragon, puis par la suite, on fera la même chose avec résumé complet de Paragon et le résumé de Sauveur pour l'autre épisode. Donc, j'espère que vous allez vouloir continuer à suivre ces super lectures-là. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, ben, je vous invite à le faire à l'adresse masemaine-starwars@gmail.com. Sinon, comme je vous le disais dans le dernier épisode, j'ai commencé à faire des courtes vidéos sur YouTube pour vous montrer mes lectures actuelles. Puis aussi mes nouvelles réceptions. Si jamais je reçois un nouveau livre, ben, je vais vous faire une courte vidéo juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu.
Puis, donc, allez voir ça. Je trouve ça intéressant. Là, c'est pas long, des petites vidéos. Fait que si jamais vous êtes curieux, ben, allez-y. Sinon, j'ai encore Facebook, Instagram. Puis pour tout ça, le nom, c'est Ma Semaine Star Wars. Autant YouTube, Facebook, Instagram. Si vous cherchez Ma Semaine Star Wars, vous ne devriez pas avoir de difficulté pour les retrouver. Sinon, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et évidemment Audible. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt. À la prochaine. Salut.